Mesdames et messieurs, bonsoir. Des rebondissements dans le procès des événements du 28 septembre. Deux des principaux accusés dans ce procès disent niet à la décision et interjettent à la Cour d'appel. La Cour d'appel particulièrement sollicitée, mesdames et messieurs, le procès des événements du 28 septembre aura été une véritable école de droit, d'état de droit et de démocratie dans la lutte contre l'impunité et la malgouvernance dans notre pays, procès de notre société, procès de notre justice, procès de notre temps ou le temps de notre procès. Mesdames et messieurs, tout y est avec mes invités. À ma droite, vous avez M. Fahim Bamara, il est vice-ministre secrétaire général du gouvernement. Bienvenue dans cette émission JUID. Merci beaucoup. Alors, M. Ibrahima Koné est le directeur général de Horea. Bienvenue dans ce spécial. Merci. Monsieur Ange Gabriel Abba est secrétaire exécutif du CNOSC. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors donc, on a suivi ensemble ce procès des événements du 28 septembre qui, pendant longtemps, a polarisé l'attention. Aujourd'hui, certains pensent que c'est le procès de notre société. Certains d'autres aussi parlent du procès de notre armée, de notre justice. Alors, qu'en est-il concrètement, M. Mara? D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Vous savez, ce procès, il faut d'abord commencer par dire que c'est une réussite pour toute la République de Guinée et surtout pour le CNRD sous le leadership du président de la République. Vous savez, depuis 2009, avec ces événements malheureux que le pays a connus, on a pensé que ce procès-là ne pouvait pas être tenu parce qu'à l'époque, on nous a bercé avec des discours que le pays a l'insécurité, est-ce qu'on peut assurer l'insécurité des victimes, des juges, et est-ce que la Guinée a les moyens d'organiser ce procès. Or, vous avez vu, depuis que la Guinée a connu ces événements, on a vu la CPI défiler en Guinée. Aux aguets. Donc, les gens ne comprenaient pas. Avec la ratification du statut de Rome, c'est que nous avons non seulement adhéré au statut de la CPI, mais aussi nous avons formalisé et intégré dans le droit interne, si vous voulez, le crime contre l'humanité. Donc, la CPI était aux aguets, comme pour dire que puisque c'est une juridiction subsidiaire à nos juridictions nationales, était là aux aguets pour dire, mais si la Guinée n'organise pas, la Guinée ne prend pas la responsabilité sur elle d'organiser ce procès, mais nous allons nous saisir. Donc, on a traîné avec le régime de faim. Pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Et honnêtement, en un temps record, avec l'arrivée du CNRD et le leadership du président de la République, nous avons relevé un très grand défi. Et ce défi, pendant 13 ans, on pensait que ce défi-là ne pouvait pas être réglé. Donc, le défi a été relevé, les moyens ont été apportés et le procès a été organisé. Aujourd'hui, les peines sont prononcées. Il faut dire il faut saluer par endroit, effectivement, le gouvernement de la transition, effectivement, c'est un acquis qu'on peut mettre aujourd'hui à l'actif du gouvernement de la transition. Justement, sur la question, beaucoup pensent que du point de vue pédagogique, que ce procès aura été une véritable école de droit, d'état de droit et de démocratie. Je ne sais pas quelle est votre lecture, monsieur le directeur. Ben écoutez, merci pour l'initiative d'organiser une telle émission pour que nous venions camper ce qu'on a vu tous, ce qu'on a suivi de bout en bout, les 13 ans passés jusqu'à aujourd'hui, comme le disait monsieur le secrétaire général. Ben écoutez, ça a été un exploit pour le peuple de Guinée, pour les autorités guinéennes. Et nous autres journalistes, tout dernièrement, je vous conte cette histoire. On était du côté du Sénégal où vous avez plus d'une centaine de journalistes francophones. Tous les yeux étaient braqués sur la Guinée. Ouais. Et sur quel événement? Ouais. L'événement principal, si vous voulez, les dernières années, que tout le monde entier, que vous allez au Congo-Brazza, que vous allez partout, dans les pays en France, mais c'est le procès du 28 septembre. Ouais. Et cela s'est passé. On a vu des jeunes magistrats guinéens qui étaient dans l'anonymat. Dès le départ, on ne croyait pas. Et on a vu tous les racontars qui se passaient autour. Mais effectivement, voilà pourquoi le plateau que vous avez organisé le 31 août, où tout le monde était là, on ne croyait pas qu'on allait arriver à l'aboutissement tel. Mais c'est pour vous dire qu'il y a un fait
Et ce fait, notre pays a connu, jusqu'à présent, ça se trouve dans les annales encore, le procès des gangs. Effectivement. Avec Doura Chérif. Ouais. C'est pour vous dire encore. Le procès des mutins. Voilà. Avec Fanival. Ben voilà. L'affaire Alpha Condé. L'affaire Alpha Condé. Le procès des narcos. Des narcos. Et aujourd'hui, c'est le procès du 27. C'est pour vous dire que notre pays, notre nation, commence à s'inscrire réellement et à engager cette culture du jugement des faits et condamner les coupables et lire les textes de loi. Et on a vu, nul n'a été au bar qui n'était pas accompagné d'un avocat pour le défendre. Et on a vu les débats, comment ça a été huilé. Le respect des principes et règles qui régissent le procès pénal. Ben voilà. Justement, et ce procès était une demande sociale. En fait, vous savez que la société civile avait revendiqué, n'est-ce pas, avec beaucoup d'ardeur, la tenue de ce procès. Oui. Et il y a eu parfois même des manifestations parce qu'on avait pensé que les victimes étaient oubliées. Oui. Alors aujourd'hui, au lendemain justement de ce verdict, monsieur le secrétaire exécutif du CNOSC, je précise que vous dirigez l'une des grandes, n'est-ce pas, organisations sociales de ce pays. Alors, quelle est votre lecture justement par rapport à ce que vous avez vu et vécu? Merci beaucoup, M. Gibril, surtout de l'opportunité que vous nous donnez de débattre aussi une question cruciale qui engage et qui concerne la vie de notre nation. Parce que parler du procès du 28 septembre, c'est parler d'un événement qui a attiré l'attention de tout le monde entier. Et le commun des Guinéens pensait que c'était un procès qui ne pouvait pas se tenir. En tout cas, la société civile avait pensé que à un moment donné, que ce procès-là ne pouvait pas se tenir. Parce que c'était devenu un instrument politique, à un moment donné, de l'histoire de ce pays-là. C'est pourquoi il faut reconnaître cette volonté manifeste du CNRD de renforcer notre justice, puisqu'on avait soif de cela. Pour deux raisons, on n'était pas sûr que ce procès-là allait se tenir. Parce que ce procès engage plusieurs personnalités du pays qui ont dirigé ce pays-là et qui ont un certain nombre d'ancrages pour lesquels les gens pensaient que la tenue de ce procès pouvait engendrer des violences et des conflits à la base. Ancien président de la République ou de la transition, justement, des grands officiers de l'armée, des ministres, des hauts placés, ensuite même des plus hauts placés de l'État, des leaders politiques, pas les moindres dans notre pays. Oui. La deuxième chose, ce procès s'est tenu pendant que tout le monde pensait que la Guinée était incapable, à cause de la faiblesse que la justice guinéenne, à un moment donné de son histoire, a montré aux yeux de la population. Donc tout le monde pensait que c'est la CPI qui était la mieux placée pour tenir ce procès. Parce qu'on a vu justement en Côte d'Ivoire, on venait de sortir du procès Bago justement, à la CPI. Ensuite, il y a eu l'affaire quand même Hissène Habré qui s'est tenu à côté de chez nous ici. Oui. Très bel exemple. Ouais. Donc, malgré tous ces soupçons, malgré tout ce qui a été donné comme analyse, comme fait politique, comme tout ce qui pouvait empêcher la tenue de ce procès est tenu avec la plus grande sérénité. Et ça a donné l'occasion, comme M. Mara vient de le dire, ça a donné l'occasion de connaître notre pays à travers le monde, parce que tous les radars étaient connectés, étaient branchés, étaient braqués sur la Guinée. Et l'autre défi que la Guinée vient de relever, c'est la capacité de juger n'importe quel événement, parce que c'est le plus grand événement que notre pays a connu. Un autre message que ça vient d'envoyer aux yeux même de la société civile guinéenne, c'est que, pour nous, aucun Guinéen n'est désormais au-dessus de la loi. Parce qu'on ne pouvait pas estimer qu'un ancien président, qu'un ancien ministre, que des anciens hauts cadres pouvaient être retrouvés devant la justice, pour la simple raison que la Guinée n'a jamais accepté de mettre en place, je veux parler des autorités guinéennes, la haute cour de justice qui était censée juger les hautes personnalités pour haute trahison ou d'autres faits. Ouais, effectivement. Cette fois-ci, nous avons compris qu'effectivement notre démocratie peut évoluer sur la base de la volonté politique et, n'est-ce pas,
du niveau de compréhension de toute la population et de leur accompagnement pour faire de la Guinée un État de droit, un État qui respecte l'ensemble des engagements et des autorités centrales, mais aussi qui respecte ses citoyens. Justement, vous avez parlé de la sérénité qui a caractérisé ce procès. Et peut-être que vous n'avez pas occulté, mais vous n'avez pas parlé de la transparence. Parce que c'est un procès qui a été retransmis en direct, sans restriction. Je pense que c'est une grande première dans le monde. Ça a été même des indicateurs, des valeurs pour lesquelles la société civile s'est inscrite pour observer ce procès. Parce qu'il faut le préciser, nous avons observé du début à la fin pour s'assurer, de l'impartialité des magistrats. Ça nous intéressait beaucoup. Est-ce que les pouvoirs publics ne font pas irruption ou ne s'interfèrent pas dans les décisions de justice ou ne donnent pas des ordres aux juges? Nous nous sommes rassurés que cela n'a pas été fait. La deuxième chose, c'est la transparence qui a caractérisé le procès. À travers les médias. À travers les médias. La cellule de communication du procès. Justement, la cellule de communication. Tout le monde avait la facilité et l'accès. Tout le monde avait. Personne ne te dira qu'il n'avait pas accès pour médiatiser ce procès. Donc, la transparence. La troisième valeur, c'est quoi? C'est justement le respect des droits des parties. Nous sommes rassurés que toutes les parties prenantes à ce procès ont bénéficié du minimum comme les autres, n'ont pas été légers. La quatrième, c'est l'objectivité. Même quand vous demandez aujourd'hui un enfant de 10 ans, et vous parlez là du juge qui a rendu ce procès, qui a été le patron ou le président pendant l'organisation de ce procès, on a remarqué son objectivité. Pour la dernière chose, tout le monde a compris que ce procès a été tenu. Parce qu'avant, pour le commun des Guinéens, parce que la majorité ne sont ceux qui ne sont pas allés à l'école, les gens pensent que quand un juge rend une décision, si c'est défavorable à ta personne, ça veut dire que le président ou le pouvoir central ne t'aime pas. Certains pensent que quand un juge rend une décision, ça veut dire forcément que le président de la République est impliqué. Pourtant, la justice est indépendante. En principe, de principe, la justice doit être indépendante. Donc les gens ont compris que quand les décisions de justice se tiennent, le président de la République n'a rien à voir dedans. Bien. Et les donc il n'y a pas d'interférence entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Justement, on a suivi ce procès, très chers invités. Il y a eu que, au finish, deux des principaux protagonistes ont interjeté appel. Est-ce que cela vous surprend, M. Mara? Vous savez, c'est naturel. Le fonctionnement d'une justice... Le double degré. Voilà. De juridiction. Voilà. Et donc, tout le monde s'attendait à ça. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que il faut retenir que les juges guinéens ont été à la hauteur des attentes. Et les peines qui ont été prononcées sont des peines légales. Et d'ailleurs, c'est vrai, on est un peu, même si aujourd'hui on a interjeté, on a des, si vous voulez, on a des condamnés qui sont allés au deuxième degré, mais il faut. Ça fait partie du fonctionnement. Ça fait partie du fonctionnement, mais techniquement, c'est que les juges ont campé beaucoup plus sur les circonstances atténuantes que sur les circonstances aggravantes. Parce que si vous regardez, quand on est condamné pour crime contre l'humanité, dans les conditions normales, la peine à laquelle les gens s'attendaient, c'est 30 ans de prison, naturellement. Mais imaginez que les peines sont parties, si vous voulez, les peines ont été modulées. De l'acquittement. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a rétabli justice, oui. On a voulu justement faire. Oui. C'est un procès aussi, justement, de réconciliation, comme on l'a tout le temps dit. Exactement. Ensuite, et c'est un procès pédagogique. Oui. C'est pour ça, justement, qu'il y a aujourd'hui ce procès alimente la chronique. Toujours est-il que, dans un procès, tout le monde ne peut pas être satisfait. Oui. Et c'est pour cette raison que le législateur a prévu justement ce double degré de juridiction, monsieur le directeur de Horea. Mais écoutez, ça fait partie des règles du jeu, on le savait. Et dès le cas, à l'entame de ce procès, on a vu que d'autres disaient à certains accusés, dites-nous la vérité, pourquoi on arrête ça? Dites la vérité. Ouais. D'autres ont dit, écoutez,
je ne reconnais rien, les faits, jugez-les, après condamner. Parce qu'effectivement, tout le monde s'inscrit dans la dénégation. Voilà. Tous les accusés, personne n'a plaidé coupable. Plaidé coupable. Alors, il fallait s'attendre que certains allaient faire valoir toujours le droit qu'ils le sont prescrits pour rejeter et aller encore rejuger. Je veux dire, tout ça, cela fait partie de la grandeur de notre justice. Aujourd'hui, que les gens comprennent qu'un premier jugement qui est rendu, quand on n'est pas d'accord, la loi te permet de rejeter et d'aller encore en justice. Bien. Mais cela va sans dire quoi? Cela va sans dire que le peuple est là. Nous sommes des observateurs. Du début à la fin, nous étions là pour suivre avec les décisions prises, les avocats qui ont tenu tout ce qu'ils ont tenu, le juge était là, le président du tribunal, et les observateurs aussi étaient là pour suivre ce procès avec tout le monde. Je pense que le droit va triompher, je pense qu'il y aura une justice finale pour que chacun se trouve à l'aise. Mais il faut le savoir aussi, que partout au monde, un jugement tel, les coupables diront toujours non, mais on va rendre justice. Et c'est deux fois, d'autres pensent que on n'est pas d'accord, ils sont contre moi, ils m'ont jugé à tort, et ainsi va la vie, c'est la nature humaine. Voilà, je l'ai dit que ce procès aura été une véritable école, je l'ai dit, où on a assisté à tout. Tout a été invoqué dans ce procès. La loi, ouais. la religion, oui. Le droit, la jurisprudence, c'est-à-dire la société, la culture, tout a été invoqué justement pour justifier soit qu'on n'est pas coupable ou on est coupable. Nous avons vu justement des accusés, n'est-ce pas, faire la rhétorique militaire, d'autres la rhétorique religieuse pour essayer de se disculper. Alors, pendant ces moments forts, vous l'avez suivi de bout en bout ce procès. Monsieur Koné, qu'est-ce qui vous a concrètement marqué? Mais écoutez, moi je vous dis franchement, c'est la sérénité de nos avocats, surtout le président de la Cour. Le président n'est pas un avocat. Non, je le dis, le président du tribunal. D'accord. Qui était serein, qui a tout écouté. Vous avez parlé des rhétoriques, chacun est venu. Je ne dirais pas que c'était des acteurs, mais chacun a fait quand même jouer le jeu qu'il fallait. Mais le président est resté serein. Et il a pu guider le débat, il a pu mettre de l'ordre dans la cour et tout le monde l'a assisté. Pour moi, cette école, c'est pour dire déjà faisons confiance et que ces magistrats guinéens ont montré une autre dimension au peuple de Guinée et au monde entier. Et sur ce, on a vu, il y a d'autres qui sont venus et il y a des avocats qui accusaient des partis qui disaient des choses en arabe. Et il y a un fait qui m'a vraiment fait rire quand on parlait de Pelé n'est pas le petit mot où on parlait de patois. Patois. Écoute, le mot patois, après, ça a poussé à chacun de nous aller dans les discothèques pour voir un peu. Alors, à tort ou à raison, mais c'était des moments pathétiques, des moments où chacun de nous a appris quelque chose de nos magistrats et voir un peu les tares aussi qui existaient. Parce qu'il y avait ce côté aussi qui titillait. On pensait que les hommes en tenue noire connaissaient tout ou savaient tout. Ouais. Mais écoutez, on a vu des gens que c'est des humains où on peut être limité sur certaines choses et il y a des accusés qui en riaient même. Monsieur Koné, vous êtes journaliste, je précise, en même temps directeur d'un organe de presse, c'est Le Quotidien. Fondamentalement, vous n'avez pas parlé de la communication parce que ça a été une véritable tribune de communication. Oui. D'ailleurs, il y a eu la bataille judiciaire, il y a eu aussi la bataille communicationnelle. Mais écoutez, Monsieur Djibril, je vous le dis, dès le départ, à l'entendre, vous savez, étant, et ça aussi de passage, il faut que je vous félicite, de la commission de communication que vous avez pilotée dès le départ, et vous avez mis tous les organes au même niveau de couverture et chacun était représenté, même ceux dont on pense qu'ils venaient de l'étranger, qui allaient voir la chose autrement. Toute la presse internationale était présente dans votre cellule de communication. Sur ce, je pense que chacun a fait son travail. Et on a vu diverses communications sur le procès. Chacun a narré comme il fallait narrer. Quand vous regardez dans nos colonnes, on a transcrit effectivement
les analyses qui ont été apportées ont été apportées. Il y a d'autres sites qui ont dit ce qu'ils pensaient et chacun allait sur la ligne éditoriale qui dicte, si vous voulez, la ligne éditoriale de son organe. Et nous, notre ligne éditoriale, on l'a suivie, on a campé les événements et ça a été transcrit fidèlement dans notre Justement, avant de te quitter, est-ce que, en tant que journaliste, il y a eu parmi les comparants quelqu'un qui t'a marqué particulièrement à travers soit les prestations dans ce procès? Mais écoutez, je vais vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, on est au lendemain du procès, on fait un décryptage. On a notre site, l'un des sites du pays, que je vais dire le nom de façon ouverte, les Guinée News, qui avait fait un sondage. Et on a vu. Non, je ne parle pas du sondage de Guinée News, je n'en fais pas la publicité. Je veux savoir, monsieur Koné. Mais je veux dire. Monsieur Koné, je pose la question à monsieur Koné. Oui. Je veux dire, je parle des faits, je prends une source. Non, mais je veux dire, réellement, moi, personnellement, ouais. M. Toumba Diakité, même si encore il est retenu, parce nous qu'il a marqué sur beaucoup de choses. Parce qu'il a récité des cantiques ou bien des poésies incantatoires. Et à un moment donné, il a dit que les anges sont à côté. À côté, qui regardaient et les voyaient. Alors je veux dire, toutes les propos que M. Diakité a eu à tenir. Et même à l'étranger, on me demandait, M. Diakité va bien? Je dis, moi, je ne vais pas là-bas. D'accord. En tout cas, alors, M. Gabriel, justement, la même question. J'ai été marqué, peut-être que je vais vous surprendre, Oui. j'ai été marqué par un fait qui est devenu une leçon pour moi. C'est quoi? C'est que je retiens finalement que quelle que soit l'amitié, la collaboration entre des humains, la finalité, c'est que chacun fera recours à son propre intérêt. On ne pouvait pas estimer que pendant la tenue d'un procès, où il y a l'ex-président Moussa Dadis Camara, où il y a Toumba Diakité, où il y a Keboro, qu'il y ait une divergence et que même les avocats de ces partis soient opposés. C'est l'une des premières fois que moi j'assiste dans un procès que les avocats de la défense soient divisés comme si ils étaient face à la partie civile. Sur la question, j'ai tout le temps dit d'ailleurs dans mes reportages quand je présentais, j'ai dit que Toumba Dadis, deux amis que tout avait unis, mais que tout divise au prétoire. Allez-y. Alors, ça doit donner une leçon à tous les Guinéens. Quand tu es commis à un poste de responsabilité, tous tes actes, sois sûr que demain, tu seras en mesure de défendre. Parce que les actes vont toujours rattraper. C'est ça l'histoire. La responsabilité pénale est individuelle. C'est Mais la vous plus avez grande leçon. Quand on dit que la responsabilité pénale est individuelle, c'est de là. Parce que personne n'était là pour défendre qui que ce soit. Même celui qui t'a nommé n'est pas là pour te défendre. Non, ce que vous dites là, juste, ce que vous dites là, pour l'illustrer, vous avez vu l'un des grands procès. En France, c'est le procès Maurice Papon. Maurice Papon a été rattrapé par des exactions de crimes contre l'humanité perpétrées en 1944. Peu avant, justement, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la déportation, n'est-ce pas, des Juifs, il y a eu dans les fours crématoires. C'est en 1983 que le dossier a été exhumé, et ensuite, Papon a été jugé et condamné alors il est mort à 1994. Très bien, très bien. L'autre chose, en tant qu'un acteur de la société civile guinéenne, il faut faire comprendre que le juge n'est pas un dieu. Pour savoir, quand les gens viennent exposer les faits, discuter pour savoir ce qui a été fait et que les gens n'ont pas exposé. Qu'est-ce que je veux dire? Le juge ne peut jamais savoir les faits qui ont été produits, les actes qui ont été posés, si ceux qui sont devant lui ne parviennent pas à exposer les preuves. Il n'était pas présent sur le théâtre des opérations. Il n'était pas présent. Sur le théâtre des opérations. Même si tu estimes que c'est toi qui as raison, ou même si tu estimes que c'est Paul ou Pierre qui a tort, c'est la défense, les arguments et les preuves qui vont permettre au juge de savoir qui a tort, qui est coupable, qui n'est pas coupable. Donc, lorsque les faits se produisent, que chacun soit rassuré. C'est ta capacité à produire les preuves
ou la capacité de ton avocat à convaincre le juge et à produire les preuves qui peut te donner une raison ou pas. Pour illustrer ce que vous dites, le colonel Chérif Diaby, ancien ministre de la Santé, a eu des charges très lourdes dans le procès. Mais au finish, il a été acquitté, pur et simplement parce que le président a estimé que les preuves ne lui ont pas été brandies suffisamment pour qu'il puisse le retenir dans les liens de la culpabilité. Très bien. Donc, la dernière chose que je voulais souligner, c'est cette question que vous avez posée sur le double degré de juridiction. Bien. C'est la volonté justement du législateur, comme ils l'ont dit, de faire de la démocratie une réalité. Pourquoi? Parce que quand le premier juge rend la décision, chaque partie est libre et a le droit d'interjecter appel pour donner la possibilité à la juridiction supérieure de réexaminer le droit qui a été dit. Effectivement. Est-ce que ça respecte les lois de la République ou pas? Donc ça voudrait dire quoi? Que personne ne se sente léger. Tout le monde a le droit d'interjecter appel. Parce que s'il y a eu faille au premier degré, au deuxième degré, on peut vous rétablir. On peut te rétablir aller même jusqu'à la Cour suprême. Jusqu'à la Cour suprême. Il y a le recours. Que d'autres appellent ailleurs la Cour de cassation qui peut casser les décisions. Alors, ça voudrait dire quoi? La Guinée est justement en train de renforcer son processus d'état de droit et de démocratisation, ce qui est très appréciable. Et on est en train de rapprocher les justiciers aux justiciables. C'est votre lecture, M. Mara? Oui, c'est vrai que moi, on vous voit souvent devant de la scène pour... C'est ça. C'est l'œil du juriste, peut-être que le Guinéen ordinaire n'a pas vu. C'est que l'opinion allait être dessus, et même à l'international, ce sur quoi je vais attirer votre attention, si le parquet n'avait pas joué ce rôle-là. Je vous dis, c'est-à-dire, dans le procès, les gens n'ont pas compris. C'est l'œuvre, si vous voulez, ultime au point de vue partition du parquet. Le parquet dans la requalification des faits. Vous savez, si le parquet n'avait pas réussi ça, le parquet soutenu par les victimes qu'on appelle la partie civile, avec, si vous voulez, et l'appel a été aussi entendu par le juge. Parce que si on n'avait pas requalifié les faits en crime contre l'humanité, qu'est-ce qui allait arriver? C'est qu'au bout du tunnel, c'est-à-dire au bout du procès, on allait assister à des relax. Parce que ce que les gens ne savent pas... ce n'est pas toujours évident, M. Non, Mara. attention. Parce que le juge a son intime conviction, même si, en fait, les preuves palpables n'ont pas, parce que le juge n'est tenu que par son intime conviction. Oui, mais attends, le problème c'est quoi? C'est que c'est en matière de poursuite, l'action publique. Vous savez, quand vous prenez par exemple une contravention, c'est que la durée de l'action publique ne dépasse pas 1 an. Si vous prenez un délit, c'est entre 2, maximum 5. Maintenant, en matière de crime, c'est de 5 à 10. Imaginez maintenant que s'il n'y avait pas eu la requalification des faits en crime... Les crimes de sang, comme justement ceux du 28 septembre, peuvent aller jusqu'à la peine mais à réclusion non, criminelle. maintenant, l'avantage de la requalification, c'est l'imprescriptibilité de l'action publique et des peines. C'est qu'en matière de crimes contre l'humanité, c'est que l'action publique ne s'éteint jamais et les peines aussi ne s'éteignent jamais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même ceux qui ont fui, ils ne sont pas restés dans le procès. Certains parlent déjà, n'est-ce pas, d'une autre affaire du 28 septembre. Voilà. Même ceux qui ont fui, partout où on les retrouve avec cette condamnation, on mettra main sur eux pour les mettre au nouf. Donc, ça m'a marqué. Parce que simplement, si le parquet n'avait pas joué... C'est pourquoi j'ai commencé, à l'entame de cette émission, j'ai dit que les juges guinéens ont été à la hauteur des attentes. Cependant, quand même, il y a une interrogation, puisque tout aussi n'a pas été rose. Parce qu'il y a une interrogation, justement, qui reste et qui demeure aujourd'hui. C'est où sont passés les charniers, les corps des disparus. C'est-à-dire, sur la question, il n'y a pas eu de transport judiciaire pour aller justement exhumer, c'est-à-dire les quelques indices ou indicateurs qui ont été révélés. Certains avaient parlé de Faban,
bien avant le procès, d'autres ont invoqué qu'il y a des charniers, tout. Mais ce procès n'a pas permis justement d'aller exhumer, n'est-ce pas, ces procès, faire des tests ADN pour essayer de rétablir. Justement, c'est un petit couac justement dans la tenue de ce procès. Oui, naturellement, ça n'a pas été... Mais ce n'est pas encore une peine perdue. Puisque, bien, là, je suis d'accord. Ouais, ce n'est pas une peine perdue, puisque avec le double degré, ouais. Tout est possible. Et puis, voilà, moi, il n'y a pas longtemps, je parlais avec le coordinateur du procès, il m'a dit que il y a encore, il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de... Il y a d'autres dossiers. Il y a d'autres dossiers, exactement, ouais, il l'a dit comme ça. Il y a beaucoup de dossiers encore qui sont sur la table et qui risquent d'être mis au grand jour et ça va faire encore l'objet. C'est-à-dire que le procès n'a pas encore livré tous ses secrets. Tous ses secrets, il y a d'autres pans, justement, parce qu'il y a une autre instruction à cet effet qui pourrait aller. Donc, c'est pas vraiment une peine perdue. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous avez... Parce que j'estime, dans ma perception des faits et de la vie, il y a quelque chose peut-être qui ne vous a pas tellement séduit dans ce procès. Honnêtement, j'ai deux faits qui ne m'ont pas séduit dans le procès. Un seul. J'ai demandé un. Alors, c'est le fait que le parquet s'est mis à pleurer dans la salle. D'accord, allons-y. Je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Oui. Parce que quand vous allez voir les rôles et les attributions du parquet, c'est le ministère de la République. En fait, le ministère public. Le ministère public, excusez-moi, je corrige. Le ministère public qui est censé observer une certaine neutralité qui doit être du côté de la société. Bien. Alors, tant que la décision n'a pas été rendue par le juge, on estime que lui, il est à la recherche du coupable. Donc, pendant le déroulement du procès, lorsqu'il pleure, cela fait passer un autre message qu'il ne faut pas faire passer pendant la tenue de ce procès. Ça, je ne l'ai pas compris. Et je peux vous répondre. Alors, le ministère public est partie prenante au procès. Est une partie au procès. C'est-à-dire que le ministère public a attrait des personnes sur la base d'un certain nombre de charges que le ministère public devra ipso facto faire valoir. Parce qu'en matière pénale, la preuve, la charge de la preuve revient au ministère public. Maintenant, à lui, s'il veut de brandir des faits, de brandir des hommes, de pleurer pour convaincre la cour, ou bien de temps en temps, tout, rien. Maintenant, votre interrogation aurait eu du sens si c'est le président. J'en viens. Si c'était le président, attention. C'est-à-dire que le ministère public demande, est demandeur de justice. Si le président audiencier avait eu cette émotion-là, ça allait être inquiétant. Parce qu'à un moment donné, je me suis rappelé dans le procès des gangs, quand M. Doura Chérif a demandé à Mathias de regarder la fille de M. Saïfoulaye Sow, qu'il avait tué, de dire que c'est lui qui a tué le père de la fille. Quand Mathias a regardé la fille, il a dit « c'est moi qui ai tué ton père », Doura Chérif s'est effondré. Il a pleuré. Donc beaucoup de magistrats avaient pensé qu'à partir de ce moment-là, on pouvait le disqualifier parce que tout simplement, il a été sensible et montré son émotion, donc son impartialité pouvait être impactée. Mais ce n'est pas le ministère public qui rend la décision. C'est le président audiencier. Je ne sais pas si M. Mara, qui est juriste... Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Par contre, pour rebondir un peu sur votre souci, personnellement, ce qui m'a surpris, et peut-être, je ne sais pas, un abus de langage, la déception, je m'attendais à quoi? Ça, c'est du côté du président, de l'ancien président, le président Dadis. Avec tout ce que nous avons connu, on a été témoin des faits. Et le peuple de Guinée s'attendait à quoi? À l'entame de ce procès, même si le procès durait. Mais le président Dadis devrait assumer devant le peuple de Guinée que tout ce qui arrivait, puisque c'était sous son magistère, la première des choses, c'était d'assumer
et de dire tout ce qui est arrivé, c'est sous ma responsabilité. Parce que j'étais le premier responsable, le premier magistrat du pays. Et donc, tous les actes qui ont été posés, il n'y a pas deux responsables. Je suis le responsable. Et donc, je prends toute la responsabilité. Monsieur Mara, pensez-vous que Oui. s'il l'avait fait, Oui. ça allait arrêter le procès? Non, ça n'allait pas arrêter. Est-ce que pensez-vous, Oui. parce que la responsabilité pénale, Oui. elle est personnelle. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de dire c'est moi Oui. qui fait que c'est vous. Il faudrait justement que l'éventualité, dans tous les cas, je sais Ça n'allait pas arrêter, mais le soulagement auquel le peuple s'attendait, c'était un peu ça. Non, la justice, ce n'est pas un problème de soulagement du peuple. Oui, mais parce qu'au finish, au finish Oui. peut-être Dans que, tous les cas, la question, la question que vous avez soulevée, Oui. elle fait la une. C'est-à-dire, elle a fait l'objet de plusieurs débats. Exact. Et je sais, de débats contradictoires. Oui. Monsieur, vous voulez intervenir par rapport à ça? Bien sûr. Moi, je pense que vous venez de souligner un point important, la responsabilité pénale et individuelle. Ouais. Peut-être moralement, il pouvait le faire, Voilà, mais cela n'exclut pas le procès. juridiquement. Donc, il est amené obligatoirement à se défendre devant le juge. Ouais. L'autre chose qui se murmure, mais que les gens ne le disent pas, certains sont étonnés qu'après tout ce procès-là, celui qui était le ministre de la Défense, en ces temps, n'a pas été mis devant les juridictions. Oui, il y Ça, a eu quand même- ça a étonné. Bon, il y a eu des impairs parce que ça a fait l'objet de débats. Il y a eu des gens, justement, que beaucoup ont estimé devaient comparaître. Mais comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'à partir, justement, du moment où le dossier est réouvert et va être réouvert, justement, à la cour d'appel, peut-être que d'autres pans de ce procès pourraient aussi être... pourrait aussi être examiné. L'autre chose comme insuffisance, à un moment donné de ce procès, parce qu'il n'y a pas d'acte parfait, Naturellement, en tout cas, c'est les humains, la perfection n'a pas c'est le fait qu'à un moment donné, il y a eu une petite crise au niveau financier et que certaines se sont retrouvées au niveau des gardes, certains n'étaient pas payés, ça a fait des cris, ça avait voulu lancer un peu de discrédit sur le déroulement du côté financier. Mais là, je vais vous arrêter. Dieu faisant, non, Là, Dieu je vais faisant, vous arrêter. vous allez me laisser parler parce D'accord, que vous êtes en train de allez-y, faire de la dictature. Là, je vais vous arrêter. Dieu faisant, Oui, ça a oui. été encadré, Ouais. cela n'est pas allé loin et certains avocats ont estimé à un moment donné qu'ils devraient être payés par l'État et que cela leur donnait le droit de boycotter le procès. Mais dans tous les cas, pourquoi j'ai voulu vous arrêter? ça a donné de l'engouement, ça a donné de l'émulation, ça a créé un certain nombre d'engouements autour du procès qui a amené aussi les gens à rester connectés et on remercie Dieu, ce procès. Non, voilà pourquoi j'ai tenu. C'est parce que c'est justement un pan important de ce procès. La souveraineté financière que l'État a imprimée dans ce procès. Je vous le dis en tant que président de la cellule de communication, financièrement, ce que l'État a reçu, avec tout ce qui a été investi à ce niveau, c'est 100 millions de francs guinéens venus de l'ambassade d'Autriche. La Guinée a assumé toute son indépendance financière par rapport à ce procès. Le budget national, Ça, c'est important. le BND. Ouais. Ça, c'est une constance. Ouais. Et tout le monde a été, même les avocats des partis, c'est-à-dire non pas les avocats des partis civils ou de l'État, tous les avocats ont été pris en charge. Toutes les parties C'est extraordinaire. à ce procès. Monsieur Guibril, vous n'allez pas occulter mon observation selon Non, votre laquelle... observation, je le dis, c'est-à-dire qu'il est très minime par rapport, parce que vous avez dit... Monsieur Guibril, vous dites, on a commencé à donner nos appréciations. Oui, on a fait des commentaires très positifs. Lorsque je n'y non, cette question-là, non, je vais vous dire. Je ne l'occulte pas, mais je dis, c'est-à-dire les efforts, parce qu'en fait, les partenaires Les faits réels. devaient prendre en charge Oui. ce procès. Parce que nous sommes partie prenante justement aux grandes institutions. La lutte contre l'impunité dans laquelle la Guinée s'est engagée est une lutte vraiment de tout le monde. La lutte justement pour la promotion des valeurs de démocratie et d'état de droit engage. Mais je dis, la participation des partenaires, elle a été très timide. Ça, c'est une réalité de ce procès. Monsieur Guibril, avant qu'on ne passe. Oui, d'accord, allez-y. Je suis d'accord avec vous. Les partenaires, nous-mêmes, on a fait des plaidoyers. Je vous rappelle que j'ai même siégé comme observateur, regard citoyen, dans le comité de pilotage de ce procès. D'accord. J'ai représenté la société civile dans le comité de pilotage. Oui. Donc,
Je sais, même les budgets, on a voté les budgets ensemble. Bien. J'étais un regard citoyen qui était là pour observer la transparence dans les faits. Formidable. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'effort de l'État. Non, pas du tout. Mais je veux faire ressortir que aucune œuvre humaine n'est parfaite. On est tellement d'accord avec vous. J'ai même proposé, au temps du ministre Charles, dans la salle, il est témoin, là où il est, peut-être il nous regarde, j'ai proposé que prochainement, l'État même peut voter un budget spécial pour la conduite d'un tel événement, d'un tel procès. Et que tout ce qui est arrivé en termes de cris par-ci, par-là, ça nous serve de leçon. Mais au finish, il faut féliciter l'État. Parce que beaucoup de partenaires ont promis, mais ils n'ont pas réalisé. C'est justement ça. Malgré tout cela, Ouais. l'État a tenu Ouais. ce procès. Oui, c'est pourquoi je parle C'est un effort que personne ne peut remettre en cause. Ouais, c'est pour ça que je parle de souveraineté financière. À ce niveau même, pour dire, quand vous regardez un peu ce procès, vous comparez au procès du Sénégal de Hissène Habré, Ouais. où les partenaires sont Ouais, venus, ils ont tout pris. Ils ont mis. 100%. Ils ont mis de l'argent. Ils ont construit, ils ont tout pris, l'équipement, le salaire des gens. La En Guinée n'a pas pu profiter écoutez, même au maximum Une fois, il faut en remercier, matière de voilà. mobilisation C'est ça. autour de ce procès. Parce que le souverainisme a joué Oui. et l'État a pu assumer justement sa responsabilité financière parce qu'effectivement la justice est un pan de souveraineté et le pays l'a assumé avec bonne école et je pense que c'est à la satisfaction de la société civile. Bien sûr, et de bien la sûr, société bien civile. sûr, bien sûr. Bon, maintenant, Oui. allez-y. Et au-delà si vous voulez, au-delà de la souveraineté, c'est l'occasion de rappeler le sursaut patriotique des dirigeants de ce pays-là. On a commencé par ça. Personne ne pensait, puisque le discours, il n'y a pas d'argent, la Guinée n'a pas les moyens, il n'y a pas d'infrastructure, est-ce qu'on peut assurer la sécurité? Mais on a vu en un temps record. Le palais de justice. Le palais de justice est sorti de la terre comme un champion. Et puis les fonds ont été mobilisés sur le plan national. Comme pour vous paraphraser, le coordinateur de ce procès, M. Milimono. M. Milimono, il l'a rappelé. Il dit on n'a pas eu un centime, à part les 100 millions de francs guinéens que M. Diallo vient de rappeler. Donc c'est extraordinaire. Ouais. Alors là, il faut le saluer parce que nous avons connu des séries de régimes ici. On n'a pas pu honorer notre souveraineté, notre nationalisme pour des raisons inavouées. Et l'image du pays est restée écornée. Donc c'est l'occasion vraiment de saluer le CNRD. Ça a été vraiment un défi relevé. Bon, l'autre pan de ce procès, voilà, vous savez qu'il y a désormais deux 28 septembre. L'un, mais quand deux verbes se suivent, l'autre se met à l'infinitif. Il y a eu le 28 septembre 58, n'est-ce pas? La Guinée a ouvert grandement les portes des indépendances à l'Afrique. Et ensuite, il y a eu le 28 septembre 2009. Est-ce qu'au sortir de ce procès, on peut dire que cette image, n'est-ce pas, écornée de la Guinée de 58 a été, à mon avis, redorée. Redorée. Oui. Est-ce que je vais commencer par la société civile? Oui. Mon ami je suis parfaitement d'accord avec vous. Comme je l'ai dit à l'entame, notre pays a connu beaucoup de moments sombres, beaucoup de périodes sombres, pour lesquelles, ou au moment desquels la population guinéenne a subi beaucoup de chocs. Ce procès vient justement relever l'image qu'on a perdue depuis longtemps. Parce qu'il y a eu des faits qui n'ont pas été jugés. Certains vous diront, quand vous allez dans les quartiers, parce que nous sommes très proches des citoyens, on écoute ce que les gens disent, certains interpellent même l'État de revoir d'autres faits macabres que notre pays a connus. Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Et voilà, il y en a beaucoup. Il y a des crimes de sang, justement. Actuellement, je voudrais même vous dire qu'il y a des procédures qui sont ouvertes je suis informé, pour des crimes de sang. Voilà. Je suis informé pour les crimes de sang. Oui. Il y a déjà, l'État est en train de travailler là-dessus. Ils sont en avance déjà pour ouvrir encore ce procès. Oui. Alors, d'autres procès encore, pour d'autres faits. Alors, oui. C'est tellement beau pour un État qui se veut respectueux des valeurs de la République, des valeurs d'un État de droit. Ouais. Donc, il faut dire que lorsque nous assistons à ce procès et que l'État est toujours engagé pour ouvrir d'autres procès, je vous dis
tous les Guinéens aujourd'hui ont le sentiment d'être dans un État où ils ont le minimum de sécurité. Parce qu'on sait que qu'on n'a pas connu. Parce qu'on sait que désormais, nous ne sommes plus dans la loi du plus fort, dans la jungle, où lorsque tu es brimé par le plus fort, ou quelqu'un qui est proche du pouvoir, ou quelqu'un qui est au pouvoir, tu n'es pas rétabli dans tes droits, ça reste impuni. Donc l'impunité est en train de prendre fin. Et cette image-là va très loin de notre pays. Et devait inspirer tout le monde. Tout le monde. Donc vous avez une minute, M. Mara. On me fait signe là-bas qu'on a... Oui, c'est vrai que nous avons commencé par ça. Aujourd'hui, ceux qui ont pensé hier que le 28 septembre 1958 allait connaître une autre coloration, donc aujourd'hui, le masque est tombé avec la finalité de ce procès. La justice est, je ne dis pas presque rendue, il faut le dire ainsi. Et donc, si ça continue, je pense que ceux qui doutaient hier, aujourd'hui, les soupçons commencent à être aplanis. Oui. Et donc, on sortira de ce sentier battu qui consistait à dire que l'image de 58 est écornée à cause des tristes événements que nous avons connus. Maintenant, alors, avant de me quitter justement, M. Mara, oui. Quelles sont les leçons que les Guinéens devaient tirer, n'est-ce pas, de ce procès? Oui. Quelles sont les leçons pédagogiques? Les leçons sont nombreuses, mais ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est d'abord, il faut reconnaître que l'image écornée qui a toujours caractérisé la justice hier commence à être redorée. L'image commence à être restaurée. Donc, le peuple de Guinée doit faire confiance à sa justice. Et ça, les premiers pas sont franchis. Ça, c'est une leçon. La seconde leçon, c'est que, vous l'avez dit ici, sur tout le long de cette émission, c'est que nul n'est au-dessus de la loi prochainement. Pour les candidats. Pour les futurs candidats à des attitudes de ce genre, c'est ça l'aspect pédagogique d'ailleurs. Donc, avec l'aspect pédagogique de ce procès, je crois que toutes les leçons peuvent être tirées. Monsieur Koné? Mais écoutez, pour cette question, je pense qu'aujourd'hui, à la sortie de ce procès, nous devons apprendre. Le peuple de Guinée doit apprendre à se respecter. Nous devons apprendre de ce procès qu'aujourd'hui, je suis autorité, demain, je suis justiciable. Ouais. Et pour moi, c'est important d'être justiciable. Ouais. Tout acte que nous pouvons poser aujourd'hui, compte tenu de notre position actuelle, peut nous rattraper demain et nous pouvons rendre compte. C'est une façon de nous dire que nous devons être un peu, prendre de la hauteur, se calmer, une décision servir prise. Et non se servir. Servir, non se servir. Et même ceux qu'on peut brimer, savoir qu'ils sont protégés. Et cette protection de la justice, souvent d'autres le disent, que c'est une justice divine. Parce que ceux qu'on a jugés aujourd'hui, hier, c'est eux qui dictaient les lois. Et aujourd'hui, la divinité, c'est là, elle sort. Mais c'est tout le temps les mêmes hommes du même pays qui les ont jugés, qui les ont condamnés, ils vont être écroulés. Pour moi, c'est une grande leçon. Et je pense que chacun de nous doit tirer une leçon de cela et encore redorer la date 28 septembre, qui était porte-flambeau, cette jeune nation qui sortait des années de dictature coloniale, qui brandait le rouge, jaune, vert. Pour moi, c'est une renaissance. C'est le branding. Et je pense que ça a été une bonne branding aussi pour la Guinée, ce procès, et que le monde entier a regardé. Mais tirons une leçon pour tout le monde. Bien. Première leçon. Bien. La date du 28 septembre qui était désormais salie, qui était suée, et au contraire qui devrait faire l'honneur de notre pays, est en train d'être redorée, est en train d'être mise à sa place. Bien. Deuxième chose, je ne peux pas finir cette émission sans interpeller l'État. Que derrière tous les procès qui doivent être organisés, que l'État pense au processus de réconciliation nationale, pourvu que demain, les Guinéens puissent se retrouver, parler
et que ceux qui ont été victimes Ouais. puissent accepter de vivre Ouais. avec ceux qui ont été considérés comme bourreaux. Ouais. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, nous avons fait un décryptage sur le procès des événements du 28 septembre avec ces rebondissements. Vous savez que deux des principaux protagonistes dans ce procès des événements du 28 septembre ont dit niet à la décision. Ils ont interjeté appel à la Cour d'appel de Conakry. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, vous avez suivi ce procès des événements du 28 septembre qui a été un événement école, un événement pédagogique qui a marqué la Guinée, l'Afrique et le monde entier. En tout cas, c'est ce qui ressort des débats qui ont ponctué ces 2 ans de débats ici même, qui ont polarisé l'attention de la Guinée, l'Afrique et le monde entier sur la justice guinéenne. En tout cas, le 31 juillet passé, la Guinée était la capitale mondiale de la justice avec ce procès qui a polarisé le monde entier. Procès du siècle, procès de notre société, le temps de notre procès ou bien le procès de notre temps. Je l'ai campé ici avec mes invités. Nous avons fait un décryptage. Je pense que cela vous a été particulièrement serviable. J'avais justement comme invité ici même au plateau de la télévision nationale, M. Mara. Il est justement vice-ministre, secrétaire général du gouvernement. Avec lui, dans cette émission, M. Ibrahima Koné est le directeur général de Horoya, c'est le quotidien national. Et à ma gauche, vous avez M. Ange Gabriel Abba. Il est le secrétaire exécutif du CNOSC, une grande organisation de la société civile. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. On va se quitter avec les dires de ce sage. À défaut de croire en Dieu, croyez en la justice et vous y trouverez Dieu. Merci et on se reprend pour la prochaine fois.